Alors bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons aborder le chapitre 3, le modèle relationnel. Donc nous avons vu dans les chapitres précédents qu'il existe trois niveaux de modélisation pour les données. Le niveau conceptuel, le niveau logique et le niveau physique. Donc nous avons vu que dans le niveau conceptuel, on pouvait utiliser le modèle entité-association pour capturer ou représenter la perception d'une réalité avec des entités et des associations et des propriétés, plutôt des attributs pour chaque entité. Donc, et nous avons vu aussi que ce modèle entité-association, il est beaucoup plus proche de l'être humain que de la machine. Donc maintenant, nous allons monter d'un niveau, nous allons passer au niveau logique. Donc dans ce niveau de modélisation logique, le modèle le plus utilisé, c'est le modèle relationnel. Donc c'est le modèle sur lequel reposent la plupart des systèmes de gestion de bases de données. Donc le modèle relationnel essaye un petit peu d'aplatir notre représentation des données parce que la machine aime tout ce qui est plat et tout ce qui est tabulaire. Et la machine déteste tout ce qui est dessin et diagramme. Donc, le modèle relationnel, c'est un modèle logique de données. Il repose sur la théorie des ensembles et donc cette propriété lui procure une force de modélisation très formelle. Donc, il permet une représentation formelle et compacte de la perception d'une réalité. Sa force aussi, la force de ce modèle relationnel, réside dans le fait qu'il ne repose que sur une seule notion pour modéliser les données. C'est la notion de relation. Donc, tout est relation dans le modèle relationnel. Nous allons voir par la suite ce que c'est qu'une relation. Donc, dans le modèle relationnel, on ne parle pas d'objet, ni de lien entre objets, ni de propriété d'objet. On parle plutôt pour modéliser un ensemble d'objets, on parle de relation plus une clé primaire. Pour représenter les liens entre deux objets ou des liens entre plusieurs objets, on utilise une relation plus une clé étrangère. Et lorsqu'on parle de propriété d'un objet, dans le modèle relationnel, on utilise le vocabulaire attribut. Et vous allez voir que chaque attribut peut avoir un type. Donc nous allons maintenant aborder la terminologie du modèle relationnel. Donc commençons par la relation. Donc une relation, ou dans d'autres références, vous allez trouver le mot table. Donc une relation ou table décrit un objet ou un lien entre deux ou plusieurs objets du monde réel. Elle est constituée d'un en-tête et d'un corps. Donc voilà ce que c'est qu'une relation. Elle est composée d'un en-tête et d'un corps. Donc l'en-tête est un ensemble constitué de noms d'attributs et leurs types. Donc comme vous le voyez ici, l'en-tête c'est l'ensemble des attributs de la relation. Chaque attribut possède un type. Donc c'est marqué ici. Et le corps est un ensemble non ordonné de tuples. Donc voilà le corps, c'est un ensemble non ordonné de tuples. Donc on dit non ordonné parce que donc l'ordre ici n'est pas important, comme dans la théorie des ensembles. Donc un ensemble non ordonné de tuples, donc chaque ligne du corps, on l'appelle un tuple, consistant chacun en une liste ordonnée de valeurs ayant la même structure que l'en-tête de la relation. Donc vous voyez que chaque tuple, c'est une liste de valeurs qui respecte l'ordre dans lequel les attributs sont donnés. Donc le premier tuple représente ici dans cet exemple un livre dont l'ISBN est égal à cette valeur-là, dont le titre est égal à aide-mémoire Java et dont la valeur de l'attribut ID-auteur est égale à 1. Maintenant, un attribut, comme dans le modèle entité-association, un attribut, c'est une représentation d'une propriété d'une relation. Et on associe toujours un type à un attribut. Ce type décrit l'ensemble des valeurs possibles que peut prendre l'attribut. Donc vous pouvez voir en quelque sorte le type comme une contrainte qui restreint l'ensemble des valeurs que peut prendre un attribut. Donc je peux déclarer par exemple un attribut de type entier, comme c'est le cas ici. Donc les valeurs de cet attribut pour chacun des tuples de la relation ne peuvent être que des entiers. Donc vous pouvez voir le lien entre un attribut et son type dans le modèle relationnel comme le lien entre une variable et son type dans les langages de programmation impératifs que vous connaissez comme le C ou le C++. Lorsque vous déclarez une variable de type entier, donc cette variable ne peut prendre que des valeurs entières.
Ensuite, un tuple est un enregistrement ou une ligne dans une relation ou une table. Donc chaque ligne de la relation, on l'appelle un tuple. Donc vous pouvez voir un tuple pour le modèle relationnel comme une instance d'entité pour le modèle EA. Donc un tuple est formé d'un ensemble de valeurs associées aux attributs. Donc nous pouvons reprendre l'exemple de tout à l'heure. Donc ce tuple-là représente le livre dont l'ISBN est égal à ça, dont le titre est égal à ça, et dont l'id auteur est égal à ça. Maintenant, vous devez faire attention aux valeurs nulles. Donc un tuple peut contenir des valeurs nulles, notées NULL en majuscule, pour un attribut ne faisant pas partie de la clé primaire, si aucune valeur n'est applicable pour cet attribut, ou bien si la valeur de cet attribut est inconnue. Donc, pour illustrer cette remarque, vous devez faire attention entre la différence entre le nul et le zéro. Si je vous dis, s'il y a un attribut qui s'appelle, imaginons une relation qui contient un attribut qui s'appelle deuxième prénom, donc si quelqu'un n'a pas de deuxième prénom, la valeur que vous devez mettre pour cet attribut doit être nulle et non pas espace ou bien zéro. Si un attribut s'appelle numéro de téléphone et si cette personne n'a pas de numéro de téléphone, vous n'allez pas mettre zéro. C'est incorrect de mettre zéro. Là, vous devez mettre nul. Nul indiquera que cette personne n'a pas de numéro de téléphone. Donc, si vous mettez 0, ça veut dire que cette personne a un numéro de téléphone et ce numéro de téléphone, c'est 0. Donc, comme exemple, on peut prendre une personne peut ne pas avoir un deuxième prénom et on peut ne pas connaître le numéro de téléphone d'une personne. Dans ces deux cas, il faut mettre la valeur nulle pour l'attribut et non pas la valeur espace ou bien 0. Maintenant, une clé primaire d'une relation est un sous-ensemble minimal d'attributs permettant d'identifier de manière unique un tuple parmi tous les tuples de la relation. Donc ça ressemble un petit peu à la définition d'un identifiant ou d'une clé dans le modèle entité-association. Donc vous devez savoir que la valeur de la clé primaire doit être unique pour chaque attribut, comme par exemple le fait que deux livres ne peuvent pas avoir le même ISBN, car l'ISBN c'est la clé primaire de la relation livre. Maintenant, nous allons aborder la notion de clé étrangère. Donc, vous devez savoir que dans le modèle relationnel, il n'y a pas de notion d'association. Donc, la notion d'association, elle est matérialisée par l'utilisation des clés étrangères. Donc, une clé étrangère dans une relation est formée d'un ou plusieurs attributs qui constituent une clé primaire dans une autre relation. Donc, c'est la clé étrangère qui permet de faire le lien entre une relation et une autre. Donc, pour désigner une colonne ou un attribut comme une clé étrangère, vous devez précéder le nom de cette colonne par le symbole dièse. Donc c'est le moyen pour établir un lien entre deux relations. Donc voici un exemple d'utilisation de clés étrangères. Donc on a ici une table livre qui contient 4 livres et une table auteur qui contient 3 auteurs. Donc nous avons dit tout à l'heure que la table livre a une colonne qui s'appelle ID auteur. Cette colonne-là possède des valeurs qui proviennent de cette colonne-là. C'est-à-dire que ce livre-là est de mémoire Java. Si on veut connaître son auteur, il faut chercher la valeur 1 dans la table auteur. Donc, c'est comme si cette valeur-là référence cette ligne-là qui nous donne le nom de l'auteur et sa nationalité. Même chose pour le deuxième livre. Donc là, ça nous indique que l'auteur Vincent Garanet a écrit 2 livres, celui-là et celui-là. Ensuite, pour le troisième livre, c'est l'auteur Frédéric Deléchamps qui l'a écrit. Et pour le 4e livre, c'est l'auteur Henri Logier qui l'a écrit. Donc les valeurs de la colonne ID auteur de la table livre sont toutes issues, ou bien on utilise le terme référence des valeurs de la colonne ID de la table auteur. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une clé étrangère. Pourquoi? Parce que les valeurs de cette colonne proviennent d'une clé primaire d'une autre table. Et c'est ce qui permet de faire le lien entre deux relations. Donc on ne parle plus d'association ici, mais de clé étrangère pour matérialiser le lien entre une relation et une autre. Donc la clé étrangère procure beaucoup d'avantages. Donc imaginez l'exemple de tout à l'heure, dans lequel on a une seule table qui s'appelle livre, c'est-à-dire on va regrouper dans une seule table les informations sur les livres et sur les auteurs. Donc là, ce qu'on remarque déjà, c'est qu'il y a une duplication de données.
Dans l'exemple précédent, la duplication de données n'était pas aussi grave. Donc on duplique un entier, c'est pas grave de dupliquer un seul entier. Mais là, on est en train de dupliquer un champ texte et un autre champ texte. Donc le nom de l'auteur et sa nationalité, on va les dupliquer autant de fois que cet auteur a écrit de livres. Donc l'auteur Vincent Granet a écrit 3 livres, on doit répéter son nom et sa nationalité 3 fois. Donc les informations sur un auteur sont répétées autant de fois qu'il y a de livres écrits par cet auteur. Et autre chose provoquée par cette duplication de données, c'est que si une information d'un auteur change, par exemple sa nationalité, nous devons faire cette mise à jour autant de fois que cet auteur a écrit de livres. Donc si Vincent Granet devient américain, il faut remplacer cette valeur-là et cette valeur-là par la valeur américaine, pour la nationalité américaine. Par contre, si on utilise une clé étrangère, si Vincent Granet change de nationalité, vous ne devez faire ce changement qu'à un seul endroit. Donc là, c'est l'un des nombreux avantages procurés par la clé étrangère. C'est le fait d'éviter la duplication des données et d'éviter par conséquence le fait de mettre à jour la même donnée plusieurs fois à plusieurs endroits différents. Donc, deuxième avantage que l'on peut constater lorsqu'on utilise les clés étrangères, c'est que lorsqu'on déclare une colonne comme clé étrangère, c'est comme si on protège les valeurs de cette colonne. On ne pourra pas insérer des valeurs dans cette colonne qui n'existent pas dans la colonne qu'elle référence. Donc, comme c'est le cas pour cette ligne-là. Donc là, c'est une erreur. On ne peut pas ajouter cette ligne. Pourquoi? Parce que là, il y a une violation de la contrainte d'intégrité de la clé étrangère, car l'auteur ayant id est égal à 4, donc cette valeur 4, n'existe pas dans la table auteur. Donc en effet, il n'y a pas d'auteur qui a un identifiant égal à 4. Donc avant de pouvoir insérer ce livre, il faut tout d'abord insérer son auteur ayant un id égal à 4. Donc si on veut ajouter le livre Apprendre le C++ qui a un id auteur égal à 4, on ne pourra pas. Donc cette insertion, c'est juste pour illustrer l'exemple. Elle est impossible à faire, cette insertion. Maintenant, comment représenter tout ça avec une notation compacte? Donc il y a certaines règles à respecter. Donc pour chaque relation, on écrit son nom, suivi de la liste de ses attributs entre des parenthèses. Donc le nom de la relation, parenthèse, et vous écrivez les attributs de la relation. Il faut souligner les clés primaires. Donc pour indiquer une clé primaire, on souligne l'attribut qui fait partie de la clé primaire. Placer si possible les attributs faisant partie de la clé primaire en premier. Donc pour mettre en évidence les attributs clés primaires, on les place toujours en premier. Ensuite, chaque clé étrangère est précédée du symbole dièse. Donc tout ce qui est clé étrangère, on le précède du symbole dièse. Les clés étrangères, on doit les placer si possible à la fin de la définition de la relation. Et en plus de ça, on doit indiquer quel attribut de quelle relation est référencé par une clé étrangère en utilisant la syntaxe la relation référencée et l'attribut référencé, comme c'est le cas ici. Donc là, ça explique que cette colonne-là, id auteur, c'est une clé étrangère qui référence la colonne id de la relation auteur. Donc comme ça, le lecteur ou celui qui va voir notre modèle relationnel sait que les valeurs de cette colonne proviennent des valeurs de cette colonne. On ne peut pas mettre une valeur ici qui n'existe pas ici. Maintenant, pour aborder un peu plus le fait de modéliser une réalité avec un modèle relationnel, nous allons voir 4 exemples et voir quels faits ces exemples permettent de modéliser. Donc, imaginez que vous avez 2 relations, livre et auteur. Livre contient 2 attributs ISBN et titre, et auteur contient 3 attributs ID, nom et prénom. Donc ce qu'on peut constater déjà, c'est qu'il n'y a pas de relation entre ces 2 relations. Donc il n'y a pas de clé étrangère qui matérialise un lien entre ces 2 relations. Donc nous allons essayer de répondre à ces questions-là. Est-ce que ce modèle permet de modéliser les faits suivants? Premier fait, un auteur n'écrit qu'un et un seul livre. Donc est-ce qu'on voit ce fait ici? Donc déjà, pour répondre à cette question, nous pouvons commencer par dire que comme il n'y a pas de lien entre livre et auteur, donc le lien de l'écriture n'existe pas. Donc un auteur n'écrit qu'un et un seul livre, ce fait n'est pas modélisé par ce modèle.
Deuxième fait, un livre n'est écrit que par un et un seul auteur. Donc là aussi, ce n'est pas le cas. Donc, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de lien entre la relation livre et la relation auteur. Troisième fait, un auteur peut écrire plusieurs livres. Même chose, ce fait n'est pas modélisé parce que le lien d'écriture n'est pas modélisé par ce modèle relationnel. Et quatrième fait, même chose, un livre peut être écrit par plusieurs auteurs. Ce fait n'est pas modélisé parce que le lien d'écriture n'est pas modélisé par ce modèle relationnel. Donc ce modèle relationnel, même s'il est syntaxiquement correct, il ne modélise pas bien la réalité. Donc essayons d'ajouter un lien dans ce deuxième exemple, un lien entre la relation auteur et la relation livre. Et regardons si l'ajout de ce lien permet de répondre à certains faits. Donc là, on a ajouté la colonne ISBN comme clé étrangère vers la clé primaire ISBN de la relation livre, c'est-à-dire que dans chaque ligne de la relation auteur, on va trouver l'ISBN d'un livre. Donc ce qu'on peut remarquer ici, c'est que chaque auteur, c'est-à-dire chaque ligne va représenter un auteur et va représenter un livre écrit par cet auteur. Donc là, il est évident que le même auteur ne peut pas écrire deux livres différents. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas répéter la valeur de ID deux fois dans la table auteur. Donc en gardant ça à l'esprit, on peut conclure que le premier fait, un auteur n'écrit qu'un et un seul livre, ce fait est correct. Il n'est pas correct, il est modélisé par notre modèle. Un auteur n'écrit qu'un et un seul livre. Donc à chaque fois que vous insérez un auteur ou un tuple dans cette relation, vous allez devoir mettre un livre pour l'auteur que vous venez d'insérer. Et vous ne pouvez pas mettre un autre livre parce que vous ne pouvez pas répéter la valeur de cette colonne-là, car c'est une clé primaire. Deuxième fait, un livre n'est écrit que par un et un seul auteur. Donc ici, pour répondre à ce fait, imaginons l'exemple de... là, on veut contredire ce fait pour voir s'il est vrai ou pas. Un livre n'est écrit que par un et un seul auteur. Imaginez que on prend deux auteurs différents et on met la même valeur pour la colonne ISBN ici. Là, ça voudra dire que c'est le même livre qui a été écrit par deux auteurs différents. Donc, vous voyez que c'est possible qu'un livre soit écrit par deux auteurs différents. Donc, ce fait-là n'est pas modélisé. Un livre n'est écrit que par un et un seul auteur. Ce fait n'est pas modélisé par ce modèle. Ensuite, un auteur peut écrire plusieurs livres. Donc, ce fait n'est pas modélisé parce que, tout simplement, un auteur n'écrit qu'un et un seul livre. Et enfin, un livre peut être écrit par plusieurs auteurs. On a vu que ce fait est vrai parce qu'on peut répéter la valeur de cette colonne-là, mais on ne peut pas répéter la valeur de cette colonne. Donc, on peut mettre plusieurs auteurs différents qui ont écrit le même livre. Donc, vous devez savoir qu'une colonne clé étrangère, il est tout à fait possible de répéter des valeurs dans ce genre de colonne. Il n'est pas possible de répéter les valeurs dans les colonnes clés primaires, mais il est tout à fait possible de répéter des valeurs dans les colonnes déclarées comme clés étrangères. Donc, un livre peut être écrit par plusieurs auteurs. Troisième modèle, donc là, on a changé le lien au lieu de mettre, comme tout à l'heure, l'ISBN dans la table auteur qui référence l'ISBN de la table livre. Donc là, pour chaque livre, on a l'identifiant de son auteur qui nous amène ici. Maintenant, est-ce que ce modèle modélise le fait qu'un auteur n'écrit qu'un et un seul livre? Donc là, ce fait-là n'est pas modélisé. Pourquoi? Parce que on peut mettre le même idée-auteur qui écrit plusieurs livres différents. Donc la valeur de cette colonne-là, on peut mettre plusieurs valeurs différentes qui représentent plusieurs livres différents. Et pour toutes ces valeurs différentes, on peut mettre la même valeur pour idée-auteur. Donc ça sera le même auteur qui a écrit plusieurs livres. Donc le fait qu'un auteur n'écrit qu'un et un seul livre n'est pas modélisé. Un livre n'est écrit que par un et un seul auteur. Donc c'est le cas dans ce modèle. Pour chaque livre, c'est-à-dire pour chaque ISBN, il y a un auteur. Un auteur peut écrire plusieurs livres. Donc là, ce fait est modélisé parce que le même auteur, on peut garder la même valeur qui se répète dans cette colonne et faire varier cette valeur-là. Donc le même auteur peut écrire plusieurs livres. Et enfin, un livre peut être écrit par plusieurs auteurs. Donc là, c'est impossible à faire. Donc on ne peut pas répéter
la même valeur pour la colonne ISBN et faire varier la valeur de la colonne ID auteur. Parce que tout simplement, cette colonne-là, ISBN, c'est une clé primaire. On ne peut pas répéter sa valeur. Ensuite, quatrième exemple. Maintenant, au lieu de mettre un lien dans la table livre ou un lien dans la table auteur, là, on va regrouper les deux liens dans une nouvelle table qui s'appelle écrire. Vous allez voir que ce modèle relationnel modélise très bien la réalité. Donc là, on peut ajouter nos livres, on peut ajouter nos auteurs, et à chaque fois qu'un livre, un livre a été écrit par un auteur, il suffit de mettre l'ISBN du livre et l'ISBN de l'auteur ici dans la relation écrire. Donc la relation écrire, elle modélise, si vous voulez, l'association d'écriture entre un livre et un auteur. Donc, pour le premier fait, un auteur n'écrit qu'un et un seul livre, ce fait est incorrect. Pourquoi? Parce que le même auteur peut écrire plusieurs livres différents. Donc vous voyez que dans la relation écrire, la clé primaire est composée de ces deux colonnes. Donc on ne doit pas les répéter ensemble, ces deux colonnes, mais on peut répéter la même valeur pour la colonne ISBN et faire varier cette valeur dans la colonne ID auteur. Et dans cet exemple-là, cela voudra dire que le même livre a été écrit par plusieurs auteurs différents. Donc, gardez ça à l'esprit, dans ce modèle relationnel, le même livre peut être écrit par plusieurs auteurs différents et le même auteur peut écrire plusieurs livres différents. Sachant cela, le premier fait n'est pas modélisé, le deuxième fait n'est pas modélisé, le troisième fait est modélisé. Un auteur peut écrire plusieurs livres, donc le même auteur ici peut écrire plusieurs ISBN différents. Donc on peut fixer la valeur de ID auteur et faire varier la valeur de ISBN. Et enfin, un livre peut être écrit par plusieurs auteurs, c'est le cas ici. Donc on peut fixer la valeur de ISBN et faire varier la valeur de ID auteur. Et ça va modéliser le fait que ce livre a été écrit par plusieurs auteurs différents. Maintenant, la création d'un modèle relationnel, vous devez savoir qu'elle peut se faire selon deux stratégies. Donc soit ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Donc vous prenez votre réalité, vous allez extraire directement les relations à partir de la perception de cette réalité. Ou bien, vous pouvez, à partir d'un modèle entité-association, aboutir à un modèle relationnel en suivant un certain nombre de règles de transformation. Donc, on peut prendre un modèle entité-association et le transformer en modèle relationnel. Et là, ça suit la logique du passage du niveau conceptuel vers le niveau logique. Donc, nous allons voir les règles de transformation d'un modèle entité-association vers un modèle relationnel. Donc, la première règle de transformation, c'est la plus simple, c'est comment transformer les entités. Donc, pour toute entité, il suffit tout simplement de créer une nouvelle relation ayant le même nom et les mêmes attributs que l'entité, et il faut définir l'identifiant de l'entité comme clé primaire de la nouvelle relation. Comme exemple, donc là, vous avez l'entité acteur qui a 5 attributs, et identifiant, c'est l'attribut ID. Donc là, on transforme ça en une relation qui s'appelle acteur qui a 5 attributs, dont la clé primaire s'appelle ID. Maintenant, on a vu comment transformer les entités, c'est le cas le plus simple. Nous allons voir maintenant comment transformer les associations. Donc, vous savez que dans un modèle entité-association, il y a les entités et les associations. Pour les associations, il y a 3 cas, selon le type de l'association. Donc, il y a des associations one-to-many, il y a des associations many-to-many, et il y a des associations one-to-one. Donc, comment conclure qu'une association est one-to-many, ou bien many-to-many, ou bien one-to-one, il suffit de regarder la cardinalité maximale des deux côtés. Donc, regardons le cas des associations one-to-many. Donc, pour toute association one-to-many, c'est-à-dire reliant deux entités et ayant une cardinalité max égale à 1 d'un côté et une cardinalité max égale à 1 de l'autre, c'est pour ça qu'on parle de one-to-many, 1 à plusieurs. Créer une clé étrangère dans la relation correspondante à l'entité côté max égale à 1. Donc, après avoir transformé les deux entités des deux côtés de l'association, on doit créer une clé étrangère dans la relation qui correspond à l'entité qui était côté max égale à 1. Cette clé étrangère doit référencer la clé primaire de l'autre relation, c'est-à-dire de la relation correspondante à l'entité côté max égale à n. Et
Si l'association possède des attributs, ajoutez tous les attributs de cette association à la relation correspondante à l'entité côté max égale à 1. Donc tout le travail va se faire sur la relation correspondante à l'entité côté max égale à 1. Donc regardons un exemple. Donc voici un modèle entité-association qui indique qu'un film n'est réalisé que par un et un seul réalisateur et un réalisateur peut réaliser un ou plusieurs films. À chaque fois qu'un film est réalisé, il est réalisé dans un studio. Donc là, on a un attribut d'association. Donc c'est une association one-to-many. Pourquoi? Parce que la cardinalité max d'un côté est égale à 1 et max de l'autre côté est égal à 1. Donc pour transformer cette association, il faut d'abord transformer ces deux entités en relation. Donc on va aboutir à une relation qui s'appelle film, qui a trois attributs, titre, année sortie et genre, et qui a comme clé primaire titre et année sortie. Et une autre relation qui s'appelle réalisateur, qui a trois attributs, idée réelle, nom et prénom, et qui a comme clé primaire idée réelle. Maintenant, pour transformer l'association, puisque c'est une association one-to-many, on crée une clé étrangère dans la relation correspondant à l'entité côté max égale à 1. Cette clé étrangère doit référencer la clé primaire de l'autre relation. Donc, en quelque sorte, pour chaque film, vous devez lui créer une clé étrangère qui nous donne son réalisateur. Donc, on aboutit à ça. Une relation film qui a 5 attributs, titre, année sortie, genre, qui sont les attributs qu'on a obtenus en transformant l'entité en relation. Ensuite, on a ajouté la clé étrangère qui référence le réalisateur et l'attribut de la relation, on l'a ajouté aussi. Et nous avons mis la clé étrangère en dernier pour respecter les règles de tout à l'heure qui nous disaient qu'il fallait faire apparaître les clés étrangères vers la fin de la relation. Et là, on indique plutôt que idée réelle, référence, réalisateur, point idée réelle. C'est-à-dire que chaque valeur que vous allez trouver ici va vous emmener dans la table réalisateur et va vous indiquer un réalisateur. Et là, vous voyez que le sens des cardinalités, il est préservé. Donc, dans ce modèle entité-association, un film n'est réalisé que par un et un seul réalisateur. C'est le cas aussi dans ce modèle relationnel. Imaginez la table film. Chaque ligne de cette table, c'est un film donné. Donc, chaque film donné aura un réalisateur, un et un seul. Vous ne pouvez pas répéter le même film et faire varier la valeur de idée réelle parce que ces deux attributs sont la clé primaire. Vous ne pouvez pas les répéter. Et le fait qu'un réalisateur peut réaliser plusieurs films, là aussi, ce fait est modélisé par ce modèle relationnel. Donc vous pouvez faire varier titre et année sortie et fixer la valeur de idée réelle. Et là, ça voudra dire que ce même réalisateur a réalisé plusieurs films différents. Donc, on a toutes les modélisations qu'on a dans ce modèle entité-association, elles sont présentes ou bien elles sont préservées dans ce modèle relationnel. Passons maintenant au cas des associations many-to-many. C'est le cas le plus compliqué. Donc pour toute association many-to-many, c'est-à-dire reliant deux entités et ayant une cardinalité max égale à n des deux côtés, donc il faut tout d'abord créer une relation ayant le même nom et les mêmes attributs que l'association. Donc là, l'association devient elle-même une relation. Deuxièmement, ajouter aux attributs de la nouvelle relation les clés primaires des relations correspondantes aux entités reliées par l'association. C'est-à-dire, on regarde des entités que cette association relie et on ramène les clés primaires de ces entités et on les met dans la nouvelle relation correspondante à l'association. Ensuite, définir chacune d'elles comme une clé étrangère qui référence la clé primaire de la relation correspondante à l'entité reliée à l'association. Donc là, c'est naturel puisqu'on ramène des clés primaires et on les met dans une nouvelle relation. Donc, automatiquement, leurs valeurs proviennent des colonnes d'origine. Donc, elles seront des clés étrangères. Ensuite, définir comme clé primaire de la nouvelle relation l'ensemble des clés primaires ajoutées à partir des relations correspondantes aux entités reliées par l'association. Donc, tout ce qu'on a ramené à partir des entités, c'est-à-dire les clés primaires des deux entités, on doit les déclarer ensemble comme clés primaires de la nouvelle relation correspondante à l'association. Donc, vous allez très vite comprendre avec un exemple. Donc, on veut transformer ce modèle entité-association en modèle relationnel. Donc, ce modèle entité-association nous indique qu'un acteur joue dans un ou plusieurs films. Donc, dans chacun des films dans lesquels il joue un rôle. Et dans un film donné,
peuvent jouer un ou plusieurs acteurs. Donc là, c'est une association many-to-many. Pourquoi? Parce que la cardinalité max d'un côté est égale à n et de l'autre aussi, elle est égale à n. Donc commençons par transformer ces deux entités en relations. Donc on va aboutir à deux relations, l'une qui s'appelle acteur, l'autre qui s'appelle film. La relation acteur aura les 5 attributs, ID, nom, prénom, date de naissance, nationalité, et aura comme clé primaire ID. Et l'autre relation va s'appeler film, elle aura 4 attributs, ID, titre, année sortie et genre, et aura comme clé primaire ID. Maintenant, pour l'association jouée, puisque c'est une association many-to-many, elle va devenir elle-même une relation. Donc on va créer une relation qui s'appelle jouer. Que contient cette relation? Elle doit contenir les attributs clés primaires des deux entités qu'elle relie. C'est-à-dire, dans la relation jouée, on va avoir ID acteur et ID film. Donc on les a ramenés d'ici. Là, je les ai renommés pour ne pas avoir deux attributs qui ont le même nom. Bien sûr, nous devons indiquer que ID acteur référence acteur.id et que ID film référence film.id. Et on ajoute à cela les attributs de la relation. Et là, ça voudra dire que chaque tuple de la relation jouée nous indique qu'un acteur a joué dans un film donné un rôle donné. Maintenant, nous allons voir est-ce que les cardinalités sont respectées dans ce modèle relationnel. Vous allez voir que c'est le cas. Donc, un acteur peut jouer dans un ou plusieurs films. Donc, on va toujours chercher le côté le plus extrême, c'est-à-dire plusieurs films. Donc, est-ce que le même acteur peut jouer dans plusieurs films dans ce modèle relationnel? Oui, c'est le cas. Donc, on peut fixer la valeur de ID acteur et faire varier la valeur de ID film. Et là, ça voudra dire que ce même acteur a joué dans plusieurs films différents. Et c'est la même chose de l'autre côté. Dans un film donné, peuvent jouer un ou plusieurs acteurs. Donc là, on fixe la valeur de la colonne ID film et on fait varier la valeur de ID acteur. Donc dans le même film, on aura plusieurs acteurs différents. Chacun d'eux jouera un rôle. Donc vous voyez que la réalité représentée par ce modèle entité-association, tous les faits de cette réalité sont préservés dans ce modèle relationnel. Donc, troisième type d'association, c'est les associations one-to-one. Donc, pour toute association one-to-one, c'est-à-dire reliant deux entités et ayant une cardinalité max égale à 1 des deux côtés, donc là, ce qu'on doit faire, c'est deux choses. Créer une clé étrangère dans la relation correspondante à l'entité ayant la cardinalité min la plus grande. Donc là, on doit voir la cardinalité min. Donc, cette clé étrangère doit référencer la clé primaire de l'autre relation correspondante à l'autre entité. Et si l'association possède des attributs, on doit les ajouter à la relation correspondant toujours à l'entité ayant la cardinalité min la plus grande. Donc on va essayer d'appliquer ça sur un modèle entité-association ayant une association one-to-one. Donc regardez ce modèle entité-association. Il modélise le fait qu'un employé est le chef de 0 ou 1 département. Et s'il est le chef d'un département, on a sa date de nomination. Et un département donné a un et un seul chef. Donc vous voyez, les deux faits qui sont modélisés ici, c'est que dans cette entreprise ou dans cette société, il y a des employés. Certains d'entre eux peuvent être des chefs, d'autres non. Mais il est obligatoire d'avoir pour chaque département un et un seul chef, qui est un employé. Donc là, on a affaire à une association one-to-one, parce que d'un côté, le côté max est égal à 1, et de l'autre côté, le côté max est égal à 1 aussi. Donc, commençons par transformer les entités. Donc là, on va avoir une relation qui s'appelle département, qui a deux attributs, nom et localisation, et une autre relation qui s'appelle employé, qui a deux attributs, matricule, nom et prénom. Plutôt qui a trois attributs, matricule, nom et prénom. Maintenant, où est-ce qu'on doit créer la clé étrangère? Donc, revenons à la définition. On doit créer la clé étrangère dans la relation qui correspond à l'entité ayant la cardinalité min la plus grande. C'est-à-dire, on regarde maintenant la cardinalité min la plus grande. Ici, on a 1 et ici, on a 0. Donc, on doit créer notre clé étrangère ici. Cette clé étrangère doit référencer la clé primaire de l'autre relation. Donc, on aboutit à ça. Pour chaque département, on a son nom et sa localisation et on a le matricule de son chef. Donc là, j'ai pris cette clé primaire, je l'ai mis comme clé étrangère dans cette relation. J'ai ajouté le mot chef pour donner un sens à cette colonne. Donc,
Chaque chiffre que vous allez voir ici, c'est tout simplement le matricule d'un employé qui est le chef de ce département. Et en plus de ça, puisque l'association a des attributs, on met les attributs de l'association ici. Comme ça, pour chaque département, j'ai son nom, sa localisation, le matricule de son chef et la date à laquelle cet employé a été nommé comme chef de département. Et bien sûr, je dois indiquer que matricule chef, référence, employé pour matricule. C'est-à-dire, je ne peux pas mettre des valeurs qui ne sont pas des employés ici. Pour la relation employé, elle va rester la même, donc avec trois attributs, matricule, nom et prénom. Maintenant, est-ce que les cardinalités sont préservées dans ce modèle relationnel? Nous allons voir. Donc, chaque département a un et un seul chef. C'est le cas. Donc, chaque ligne de la table département aura, ou plutôt chaque tuple de la relation département aura un nom, une localisation, un matricule chef et une date de nomination. Donc, si vous voulez, chaque département aura un chef, un et un seul. Pourquoi un et un seul? Parce qu'on ne peut pas répéter le nom du département et faire varier le matricule du chef. Parce que le nom, c'est une clé primaire de la relation département. Maintenant, le fait qu'un employé peut être ou peut ne pas être le chef d'un département, c'est aussi modélisé. Donc, vous pouvez le voir ici. Si le matricule d'un employé figure dans cette colonne, alors il est le chef d'un département. S'il ne figure pas dans cette colonne, alors il n'est pas le chef d'un département. Donc, il peut être le chef d'un département ou ne pas être le chef d'un département. Donc, tous les faits modélisés par ce modèle entité-association sont préservés dans ce modèle relationnel. Maintenant, vous devez savoir que toutes ces règles de transformation marchent aussi pour les associations réflexives. Donc, il suffit de les appliquer correctement, vous allez aboutir à un modèle relationnel correct. Donc là, on a affaire à un modèle entité-association qui contient une association réflexive one-to-many. Donc, d'un côté, c'est plusieurs, de l'autre côté, c'est one. Donc, un salarié, on a déjà vu cet exemple dans la vidéo précédente. Donc, un salarié peut être supérieur de 0 ou plusieurs salariés et un salarié a comme supérieur 0 ou un salarié. 0, c'est le cas du patron qui n'a pas de supérieur. Donc, pour transformer cette association one-to-many en modèle relationnel ou pour transformer ce modèle entité-association en modèle relationnel, commençons par les entités, comme toujours. Donc, on va aboutir à une entité qui s'appelle salarié, qui a trois attributs, matricule, nom et prénom. Et puisque c'est une association one-to-many, nous devons créer dans la relation correspondante, donc je vais revoir la règle de transformation, dans la relation correspondante à l'entité max égale à 1, je dois créer une clé étrangère qui référence l'autre relation. Donc, dans la relation correspondante à l'entité max égale à 1, c'est-à-dire la relation salarié, je vais créer une clé étrangère qui référence l'autre relation qui est aussi salarié. Et on va aboutir à ça. Une relation qui s'appelle salarié, qui a les trois attributs matricule, nom et prénom. Matricule, c'est la clé primaire. Une clé étrangère, donc là, je l'ai appelé matricule sup pour lui donner un sens, pour lui donner le sens de matricule du supérieur de ce salarié. Et là, ça voudra dire que chaque salarié, on connaît son supérieur. Bien sûr, nous devons indiquer que cette clé étrangère référence salarié pour matricule. C'est-à-dire, toutes les valeurs qui se trouvent dans cette colonne proviennent des valeurs de cette colonne. On ne peut pas insérer un salarié dont le supérieur, ou plutôt dont le matricule du supérieur n'est pas connu. Et autre chose, pour les associations réflexives, vous ne devez pas faire attention aux flèches. Qu'elles soient asymétriques ou symétriques, c'est la même transformation que va subir l'association. L'important, c'est de faire attention au type de l'association. Donc, regardons maintenant une association réflexive many-to-many. Donc, ici, on a l'entité pays avec un code, un nom, une superficie. Un pays peut être le voisin de 0 ou plusieurs pays. Et un pays est le voisin de 0 ou plusieurs pays. Donc, pour transformer ce modèle entité-association, donc on doit aboutir à partir de cette entité vers une relation qui s'appelle pays, qui a trois attributs, code, nom et superficie. Et là, on a une association many-to-many. Cette association many-to-many va devenir une relation qui s'appelle voisin. Et qu'est-ce qu'elle aura, cette relation, comme attribut? Les clés primaires des entités qu'elle relie. C'est-à-dire, on doit ramener code et le mettre ici, et code aussi pour le mettre ici.
et on va aboutir à ça. Donc une relation qui s'appelle pays avec trois attributs, code, nom et superficie. Code, c'est la clé primaire. Et une relation voisin qui nous indique que ce pays-là est le voisin de ce pays-là. Et là, on peut modéliser le fait qu'un pays est le voisin de plusieurs autres. Comme par exemple, on peut fixer la valeur de cette colonne. On peut mettre Algérie, c'est le voisin de Tunisie, Maroc, Mauritanie, Mali, etc. Donc on peut fixer la valeur de cette colonne et faire varier la valeur de cette colonne. Donc là, on respecte tout simplement la règle de transformation sans réfléchir. Donc vous appliquez la règle, vous allez aboutir à un modèle relationnel correct. Et enfin, une association réflexive one-to-one. Donc là, une personne peut être le conjoint de 0 ou une personne, et une personne a comme conjoint 0 ou une personne, sachant qu'une personne a un numéro, un nom et un prénom. Donc cette entité va devenir une relation qui s'appelle personne, qui a trois attributs, num, nom et prénom. Cette association one-to-one, pour la transformer en relation, donc on doit regarder l'entité côté min. Si je reviens à la règle, l'entité côté min la plus grande. Mais ici, puisque les deux sont égales à 0, et puisque les deux c'est la même entité, donc je vais créer dans cette même entité une clé étrangère qui référence cette clé primaire là. Donc je vais appeler cette clé étrangère num conjoint. Donc là c'est pour lui donner un sens, pour dire que cette personne là c'est le conjoint de cette personne là. Donc voilà, on a terminé avec ce chapitre. Donc je vous laisse ces deux exercices que vous allez trouver dans le slide que vous pouvez télécharger à partir du lien que vous allez trouver dans le commentaire de cette vidéo. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les laisser sous forme de commentaires sur cette vidéo, ou bien vous pouvez les poser sur Classroom. Donc faites attention avec ces deux modèles. Donc là vous avez des associations many-to-many et des associations, dans ce modèle là vous avez une association réflexive. Donc je vous laisse cet exercice à faire pour vous familiariser un petit peu avec les règles de transformation d'un modèle entité-association vers un modèle relationnel. Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine vidéo ou au prochain TD. Donc bonne chance et bon courage.